Le premier fracas de coups de feu résonna dans la cabane comme le tonnerre. Le corps frêle de Sarah Wilson, 7 ans, se raidit de terreur alors que la porte en bois éclata sous l'impact d'une lourde botte. Dans la pièce voisine, la respiration laborieuse de son grand-père s'était tue. Le sang battait à ses tempes tandis qu'elle se glissait sous le lit, se collant contre les planches grossièrement taillées. Les voix qui s'ensuivirent étaient dures, celles d'hommes inconnus chargés de menaces. « Fouillez partout !» ordonna l'un d'eux. Le vieil homme a dit « Elle est ici quelque part ». Sarah ferma les yeux, luttant contre des larmes qui menaçaient de trahir sa cachette. C'est alors qu'elle le sentit, un souffle chaud contre sa joue. Ses paupières s'ouvrirent brusquement pour croiser le regard ambré de Luna, la louve qui s'était glissée à travers la fenêtre fêlée. L'imposante créature grise avait les muscles tendus, la crinière hérissée, un grondement sourd vibrant du plus profond de sa poitrine. Ces hommes n'avaient aucune idée que la petite fille à qu'ils traquaient n'était pas seule dans cette étendue sauvage et impitoyable. Ils apprendraient bien assez vite que certains liens dépassent l'ordre naturel et que, dans le cœur gelé de la taïga, le prédateur le plus dangereux n'est pas toujours celui que l'on croit. Laissez un j'aime et partagez vos impressions en commentaire, ainsi que la ville d'où vous regardez. Maintenant, continuons l'histoire. Sarah Wilson n'avait pas toujours été le genre d'enfant capable de survivre dans la nature. À 7 ans, sa frêle silhouette dissimulait une force intérieure forgée par des pertes inimaginables. Ses cheveux roux cuivrés tombaient en boucles sauvages sur ses épaules et ses yeux, verts comme la mousse en été, auraient pu la faire passer pour n'importe quelle fillette banale. Mais les habitants de Pine Creek savaient, eux, qu'il n'en était rien. 3 ans plus tôt, la voiture de ses parents avait été retrouvée retournée au fond d'un ravin. Un accident tragique qui l'avait laissée orpheline. Sarah ne parlait presque plus, hormis pour quelques chuchotements adressés à son grand-père ou de furtives confidences à la forêt. Elle portait partout un petit renard en bois que son père avait sculpté pour elle, un talisman contre un monde qui lui avait déjà trop pris. Malgré son jeune âge et sa petite taille, Sarah avait appris à fendre du petit bois, à cueillir des baies et à prévoir la météo avec une précision qui déconcertait les adultes la croisant. Ses petites mains, autrefois potelées, étaient maintenant marquées de cales prématurées. Jack Wilson, son grand-père, ne s'était jamais attendu à devoir élever un enfant à plus de 70 ans. Après 40 ans de service comme garde forestier, il s'était retiré dans la vieille cabane de son grand-père, enfouie au cœur de la taïga, afin d'y trouver la solitude et la paix avec ses souvenirs et l'arthrite qui déformait ses mains autrefois habiles. Lorsque Sarah était venue vivre chez lui, sa barbe blanche et son visage buriné s'étaient brièvement illuminés d'amour, mais les rudes réalités de leur isolement s'étaient vite réimposées. Jack souffrait d'une maladie cardiaque qui exigeait des médicaments à se procurer en ville. Un trajet devenu plus difficile à chaque hiver qui passait. Pourtant, il restait déterminé à enseigner à Sarah tout ce qu'il savait. Repérer les champignons toxiques, s'orienter grâce aux étoiles et comprendre le langage des animaux, un savoir qui avait nourri des générations dans sa famille. Le soir, entre 2 quintes de toux, il lui racontait des histoires sur la magie de la forêt, pas des contes de fées, insistait-il, mais la véritable magie née de l'interdépendance de toute vie et de la survie contre vents et marées. Leur cabane se trouvait à environ 5 km de la piste carrossable la plus proche et à près de 25 km du village de Pine Creek qui ne comptait que 342 âmes. Construite par l'aïeul de Jack durant la Grande Dépression, elle avait affronté 90 hivers sans broncher. Un générateur y fournissait un minimum d'électricité. Et une radio amateur demeurait leur unique lien stable avec le monde civilisé. Tout autour, la nature s'étendait sur des centaines de kilomètres, puissante, vierge et totalement indifférente aux souffrances humaines. L'été, des fleurs sauvages tapissaient les clairières aux pieds de pins imposants, tandis que l'hiver déposait des congères si hautes qu'elles pouvaient bloquer les fenêtres en une seule nuit. Beauté et danger se mêlaient intimement dans la taïga, qui exigeait le respect de ceux qui osaient s'y installer. L'hiver 2020 arrive avec une férocité inaccoutumée, même pour la taïga. Début décembre, le mercure chuta à moins 20 degrés, et la neige tomba non pas en flocons, mais en rideaux blancs. Par un de ces matins, Sarah se réveilla pour découvrir la cabane encore plus froide que d'habitude. Le générateur avait cessé de fonctionner durant la nuit, et la toux sifflante de Jack résonnait avec inquiétude depuis sa chambre. Enveloppée de 3 couches de vêtements et de l'ancienne parka de sa mère, Sarah posa la main sur le front de son grand-père.
Sa peau brûlante confirma ce qu'elle redoutait. La fièvre empirait et les antibiotiques prescrits par le docteur Cooper étaient presque épuisés. « Je vais bien, petit moineau », haleta Jack, malgré sa voix cassée. « Je dois juste fermer l'œil un instant ?» Sa main ridée serra brièvement celle de Sarah avant de retomber sur le patchwork. Mais Sarah n'était pas dupe. Le tas de bois était presque vide, à peine de quoi alimenter le feu dans l'après-midi et encore moins durant la nuit glaciale. Jack, trop faible pour sortir, laissait à Sarah la lourde responsabilité de s'en charger. Elle ajusta sa couverture sur lui, plaça l'eau et les médicaments à portée de main puis murmura « Je reviens avant midi, avec du bois ». Jack voulut protester mais ses paupières se fermèrent, vaincues par l'épuisement. Sarah se prépara avec méthode comme Jack le lui avait enseigné, 2 paires de chaussettes dans ses bottes, bonnet rabattu sur les oreilles, moufle relié par un cordon glissé dans ses manches de manteau et le petit manche de hache que Jack avait raccourci pour qu'il tienne dans ses petites mains. Le renard en bois sculpté par son père était lové dans sa poche pour y puiser du courage. Elle verrouilla la porte aussitôt aveuglée par la blancheur qui l'assaillit. Le sentier menant à la réserve de bois, que Jack empruntait habituellement, avait disparu sous l'épais manteau neigeux. Mais Sarah connaissait les points de repère. Quelques pas après le grand pin, tourner au vieux chêne frappé par la foudre, puis compter 20 enjambées vers l'est, là où l'on avait abattu de jeunes arbres les années précédentes. La neige lui montait jusqu'aux genoux à certains endroits. Chaque pas devenait un calvaire pour sa petite silhouette. Le vent mordait la moindre parcelle de peau exposée. En quelques minutes, elle ne sentait déjà plus ses joues ni le bout de son nez. Malgré tout, elle avançait sans relâche, repensant aux instructions de Jack. Par grand froid, ne t'arrête jamais de bouger, ta vie en dépend. Ce qui ne prenait d'ordinaire qu'un quart d'heure lui en coûta presque 1 heure. Parvenu au tas de bois, son soulagement fut de courte durée, car la plupart des bûches étaient humides. Il faudrait creuser pour dénicher du bois sec. Sarah contournait le tas quand elle remarqua soudain des traces dans la neige, des empreintes de pattes plus larges que sa main gantée, clairement celles d'un loup. Jack lui avait appris à identifier les animaux de la forêt, et les loups s'approchaient rarement des cabanes, à moins d'être affamés ou blessés. Le cœur battant, Sarah scruta la lisière des arbres tout en dégageant le bois. Quand enfin elle poussa la porte, Jack passa de la joie au choc, puis à l'effroi. « Sarah Wilson, qu'est-ce que… » Se lever déclencha une quinte de toux qui le plia en 2. « Elle est blessée », expliqua Sarah en posant délicatement le paquet sur le tapis usé, devant la cheminée éteinte. « Comme toi, je n'ai pas pu l'abandonner. » Jack la regarda, incrédule. « C'est un animal sauvage, ma fille, pas un chaton abandonné. Sa meute va la chercher. » « Il n'y avait pas d'autres traces, » coupa Sarah, une rare pointe de défi dans la voix. « J'ai vérifié, elle est seule. » D'un geste sûr, elle défit la veste, révélant la patte cassée et une lacération sur le flanc, possiblement causée par un autre prédateur ou un piège de braconnier. Trop épuisée pour grogner, la louve fixait Jack d'un regard voilé, comme si elle attendait de voir ce qu'il comptait faire. Jack poussa un long soupir, lourd de renoncement. « Va me chercher la trousse, la rouge sous l'évier. » Après des années comme garde forestier, il connaissait assez la médecine animale pour soigner sommairement un cerf blessé ou un renardeau orphelin, mais un louveteau, jamais. « Ça ne veut pas dire qu'on la garde, » prévint-il pendant que Sarah courait chercher le matériel. « Les bêtes sauvages appartiennent à la forêt. » Sarah acquiesça, mais dans son cœur, elle était déjà liée à la louve grise qu'il avait regardée comme si elle la connaissait depuis toujours. Pendant que Jack examinait patiemment l'animal, montrant à Sarah comment nettoyer la plaie et fabriquer une attelle avec leur maigre réserve médicale, aucun d'eux ne pouvait imaginer à quel point ce moment changerait leur vie à jamais. Le louveteau, que Sarah baptiserait bientôt Luna, pour sa robe argentée, rappelant l'éclat lunaire, les observait de son regard ancien. Dehors, le blizzard redoubla, enfermant le trio improbable dans leur frêle abri de bois face à l'indifférence glaciale de la taïga. Le soir venu, Luna accepta un peu d'eau et quelques morceaux de venaison séchée que Sarah lui offrit patiemment. Bien que réticent, Jack raconta à sa petite fille quelques légendes autochtones, dont des récits d'enfants élevés par des loups, de liens spirituels entre les hommes et les bêtes qui partagent le même territoire. On dit, dans certains vieux contes, que quand un loup te choisit, ce n'est pas par hasard, confia Jack, alors que Sarah était assise en tailleur à côté de Luna, installée sur une couche improvisée. Les Abénakis croyaient que les loups étaient autrefois des humains ayant préféré la liberté à la civilisation. Il s'interrompit, toussant et agitant la main pour signifier à Sarah de ne pas s'inquiéter. « Pas que je croie à tout ça, juste des vieilles histoires.
Pourtant, alors que la lumière de la lune baignait la cabane, faisant luire le pelage argenté de Luna et que Sarah veillait, Jack Wilson, de nature pragmatique, ne put s'empêcher de se demander si ce n'était vraiment qu'un hasard qui avait déposé cet animal blessé sur le chemin de sa petite fille, et quelles conséquences aurait ce lien naissant entre l'enfant et la louve. Quand les premières douceurs du printemps vinrent timidement adoucir la taïga, la transformation de Luna était stupéfiante. De fragile louveteau, elle était devenue une louve adolescente, au pelage gris argenté épais et lustré. Sa patte blessée ne gardait qu'une légère raideur lorsqu'elle courait. Durant des semaines, Jack avait exigé qu'elle reste dans l'abri de stockage derrière la cabane, jusqu'à ce qu'elle soit assez rétablie pour regagner la forêt, répétait-il à Sarah. Mais les jours devinrent des semaines, puis des mois, et la frontière entre bêtes sauvages et membres de la famille s'effaça. Le matin où Jack déclara que Luna était suffisamment remise pour retrouver la forêt était limpide et froid. Les oiseaux chantaient enfin, rompant le silence hivernal. Sur le perron, Sarah regardait la louve avec une profonde tristesse. Jack ouvrit la porte de l'abri et Luna en sortit avec prudence, ses yeux ambrés se posant immédiatement sur Sarah. Un long moment s'écoula, durant lequel la fillette et l'animal semblèrent communiquer sans un mot. Jack posa alors une main compatissante sur l'épaule de sa petite fille. « Elle doit retrouver les siens, petit moineau, c'est dans l'ordre des choses. » Sarah hocha la tête, les larmes roulant sur ses joues, tandis que Luna s'éloignait vers la lisière. La louve jeta un dernier coup d'œil en arrière, puis disparut sous le couvert des arbres. Cette nuit-là, Sarah sanglota longtemps dans son lit, et Jack, qui la berçait, se demanda s'il avait pris la bonne décision. 3 jours plus tard, Sarah rompit son silence par un cri excité depuis le porche. « Grand-père, elle est revenue, Luna est revenue. » Jack, appuyé sur sa canne, la rejoignit pour découvrir sa petite fille agenouillée près de la louve, revenue plus mince, mais manifestement décidée. Dans sa gueule, Luna tenait un lapin fraîchement tué, qu'elle déposa aux pieds de Sarah comme une offrande. À la vue de Jack, Luna s'assit simplement sur son arrière-train, le fixant avec ce qui semblait être une forme d'ironie amusée. « Je n'ai jamais rien vu de tel », avoua Jack le soir même, alors qu'il observait sa petite fille et la louve s'amusait à cache-cache à la lisière. « Elle n'est pas un animal de compagnie. Elle ne vient pas quand je l'appelle. Elle refuse de rester dans l'abri. Mais elle revient tous les jours, souvent au crépuscule. » Avec le retour du printemps puis l'arrivée de l'été, un rythme s'installa. Luna disparaissait parfois des journées entières, probablement pour chasser et vivre comme une louve sauvage. Puis, elle revenait se reposer ou s'étendre au soleil près de Sarah. Parfois, elle rapportait du petit gibier. D'autres fois, elle se contentait de se coucher tandis que Sarah lisait ou s'occupait du jardin. Le plus remarquable pour Jack restait la forme de communication qui s'était développée entre la fillette et la louve, un langage de gestes, de sons et de regards que nul autre ne semblait comprendre. « Regarde », expliqua Sarah un soir, alors que Jack les observait depuis le perron. Elle effectua un geste de la main et aussitôt, Luna contourna un grand pin. Un autre signe, et la louve bondit jusqu'aux marches de la cabane, s'arrêtant avec précision. « Elle me comprend, et moi je la comprends », assura Sarah avec la simplicité de l'enfance. Jack, sceptique de nature, dut admettre qu'il ne pouvait nier l'évidence. Plus encore, la louve protégeait clairement Sarah, se plaçant entre elle et tout danger potentiel, qu'il s'agisse d'un ours de passage ou d'un étranger s'approchant de la cabane. Lors de ses expéditions dans la forêt pour cueillir des baies ou chercher des herbes, Sarah ne partait jamais sans Luna, dont les sens aiguisés détectaient la moindre menace. Les Ojibwés les appelaient « frères loups », expliqua Jack un soir, en regardant Luna suivre une piste dans la pénombre grandissante. Il croyait que loup et humain partageaient le même savoir avant que nous n'oublions comment écouter. Il réajusta ses lunettes, lui-même troublé par ce qu'il voyait. « Je pensais que ce n'était que des histoires. Luna dit qu'il existe dans la forêt des choses plus anciennes que toutes les histoires. » répondit Sarah avec un sourire énigmatique. Jack préféra ne pas demander comment Luna pouvait communiquer un tel concept métaphysique. Certaines énigmes, désormais, lui paraissaient plus simples à accepter qu'à élucider. La nouvelle de l'étonnante amitié entre Sarah et Luna finit par se répandre à Pine Creek. Vers la mi-été, Jack dut défendre la sécurité de sa petite fille auprès d'habitants inquiets, estimant que les loups étaient un danger pour le bétail et les enfants. L'incident le plus marquant eut lieu au magasin général de Thompson.
Alors que Jack faisait ses provisions du mois, Martha Thompson l'interpella haut et fort. « Ta petite traîne avec un prédateur, Jack Wilson, c'est contre nature et tu le sais, mon Timothy a déjà perdu 3 moutons à cause des loups le mois dernier. » « Luna ne s'en prend pas aux moutons, » intervint Sarah calmement, rompant son silence habituel. « Elle chasse des cerfs et des lapins. Les moutons ont été tués par la meute de loups noirs de la crête Est. » Le visage de Martha se durcit. « Et comment peux-tu le savoir, jeune fille ?» Sarah soutint son regard sans ciller. « C'est Luna qui me l'a dit. » Les murmures remplirent aussitôt le magasin. Les gens se demandaient si Jack était un tuteur compétent, si l'isolement de Sarah n'aggravait pas un traumatisme déjà lourd, s'il ne s'agissait pas d'une relation malsaine et farfelue avec un animal sauvage. La docteure Elizabeth Cooper, l'unique médecin de Pine Creek, faisant aussi office de vétérinaire, tenta de calmer les esprits. Cet enfant a traversé de terribles épreuves. Si ce lien avec un loup lui apporte un quelconque réconfort, peut-être devrions-nous... Bientôt elle courra avec toute la meute, coupa Thomas Wright, gros éleveur de bétail. Les loups sont des loups, on ne peut ni les apprivoiser, ni s'y fier. Il jeta un regard mauvais à Jack. Et on ne peut pas faire confiance à ceux qui l'oublient. Sur la route du retour, le silence régna dans la voiture, Sarah fixant la forêt à travers la vitre. Arrivée près de la cabane, elle lâcha enfin. Ils ont peur parce qu'ils ne comprennent pas. Jack soupira, les mains crispées sur le volant. Les gens ont toujours peur de ce qui est différent, petit moineau. Luna n'est pas dangereuse, c'est ma seule amie, insista Sarah d'une voix vibrante. Ces mots transpercèrent de Jack. Il était conscient que l'isolement imposé par leurs conditions de vie et ses propres problèmes de santé limitait grandement la sociabilisation de Sarah. Il savait aussi que sa petite fille lui paraissait parfois trop mûre, trop silencieuse. Tout en l'observant s'élancer hors du véhicule pour rejoindre Luna, qui l'attendait à la lisière tel un chien fidèle, Jack se demanda s'il n'avait pas failli à sa responsabilité. Cette nuit-là, une résolution germa dans son esprit. Il veilla Sarah qui dormait, paisible, Luna allongée près de son lit. La louve leva la tête lorsque Jack entra, ses yeux ambrés brillant dans la lueur de la lampe. Un bref instant, il eut l'étrange sensation d'échanger un regard avec un égal. « Je ne sais pas ce que tu représentes pour elle » murmura-t-il, se sentant un peu ridicule de parler à un loup. « Mais elle a besoin de toi. Donc j'imagine que ça fait de nous une famille. » Aussi étrange que cela puisse paraître. Luna battit lentement des paupières, puis posa le museau sur ses pattes. Jack choisit d'y voir une forme d'acquiescement. Il s'installa sur la chaise auprès du lit de Sarah, ressassant les conséquences d'accepter un tel prédateur sous son toit. Il savait que le village finirait par réagir plus violemment, voire que les autorités pourraient intervenir. Pourtant, en contemplant le visage apaisé de Sarah, il ne pouvait se résoudre à rompre ce lien qui avait redonné vie à sa petite fille. Dehors, la forêt murmurait ses secrets ancestraux. Au loin, un hurlement se fit entendre, peut-être celui de la meute d'origine de Luna. Les oreilles de la louve se dressèrent, mais elle ne bougea pas. Elle avait déjà choisi sa loyauté. Le lendemain, Jack commencerait à construire un abri de fortune près de la cabane, pas vraiment un enclos, plutôt un refuge, afin que Luna puisse s'y reposer librement quand elle le voudrait. Un compromis entre la vie sauvage et l'attachement familial. Aucun d'eux ne pouvait imaginer combien ce lien si particulier serait bientôt mis à l'épreuve et à quel point leur survie dépendrait de cette louve. De même, ils ignoraient tout des secrets qui dormaient dans le passé de Sarah, enfouis sous des mensonges et la neige, et qui allaient ressurgir bien plus tôt qu'on ne le croyait. Les premiers signes de l'automne colorèrent la taïga de teintes d'orange et d'or éclatantes lorsqu'un visiteur inattendu arriva chez les Wilson. Jack fendait du bois, ses mains noueuses rendant la tâche plus lente que par le passé. Sarah, elle, cueillait les derniers légumes du potager sous la surveillance discrète de Luna. Le grondement d'un véhicule, phénomène assez rare, les alerta immédiatement. Luna s'évanouit en silence dans les buissons tandis qu'un pick-up couvert de boue se frayait un chemin difficile jusqu'à la cabane. Sarah se rapprocha de son grand-père, la méfiance se lisant dans ses traits. Les visiteurs étaient rares et s'annonçaient généralement par radio. Jack plissa les yeux sous le soleil déclinant, cherchant à reconnaître la silhouette qui descendait du camion. « Michael !» lança-t-il, abaissant sa hache. Le jeune homme qui s'approchait fit un signe amical de la main. C'était Michael Wilson, le petit cousin de Sarah, un rouquin de 25 ans, mince et souriant, même si son sourire ne paraissait jamais vraiment sincère. Il passait en coup de vent, une fois l'an, autour de Noël, apportant quelques provisions et les bribes de nouvelles familiales. « Inspection surprise », annonça-t-il, serrant brièvement Jacques dans ses bras, tout en ménageant le vieillard.
Maman s'inquiétait de ne plus avoir de vos nouvelles ce mois-ci. Il se tourna vers Sarah qui l'observait, silencieuse, comme elle le faisait avec tout adulte. « Salut la crevette, tu as grandi d'au moins 30 centimètres, hein ?» Sarah subit l'accolade sans répondre, ses yeux dérivant déjà vers la lisière où Luna s'était éclipsée. Jack remarqua à quel point elle semblait tendue. Elle n'avait jamais accordé sa confiance à Michael, malgré ses tentatives de jouer au grand cousin sympathique. « La radio déconne un peu, » expliqua Jack en conduisant Michael vers la cabane. « Allez, entre, on a du ragoût de venaison si tu restes dîner. » Michael s'empara de son sac de sport. « En fait, je pensais squatter quelques jours, si ça ne te dérange pas. Les choses se compliquent en ville, en ce moment. » Il laissa planer le mystère, mais Jack se contenta d'acquiescer. L'hospitalité montagnarde l'emportait toujours. À l'intérieur, le regard de Michael parcourut les lieux comme s'il évaluait chaque recoin. Il posa 1000 questions anodines sur leur isolement, les limites de la propriété, les éventuels braconniers ou intrus. Chacune prise à part paraissait innocente, mais l'ensemble éveilla un malaise chez Jack. « Finalement, c'est toujours le même chalet bâti par grand-père, pas vrai ?» remarqua Michael en se servant un bol de ragoût. « L'endroit doit valoir un paquet maintenant avec toutes ces terres sauvages. Je n'y ai jamais pensé, » répondit Jack en haussant les épaules. « C'est chez nous, pas un placement. Mais tu dois avoir l'acte de propriété, non ? Maman se demandait ce qui se passerait pour la succession. Ta santé n'étant plus. » Il jeta un coup d'œil à Sarah puis ajouta « Et pour l'avenir de la petite ?» La conversation laissa un sentiment de malaise chez Jack sans qu'il puisse en identifier la cause précise. Plus tard, quand Sarah se coucha et que Michael gagna la chambre d'appoint, Jack, insomniaque, repensa à ce neveu qu'il connaissait mal. L'homme avait toujours semblé calculateur derrière son air affable. Jack se promit de vérifier au plus vite son petit coffre-fort ignifuge où il gardait l'acte de propriété et quelques biens. De fait, la présence de Luna, réapparaissant dehors à la nuit tombée, rassura Jack. Aussi étrange que cela paraisse, il se sentait plus en sécurité avec la louve en faction. Durant les 2 jours suivants, Michael s'intéressa de plus en plus aux environs. Il voulait tout savoir. Point de repère, vieille piste de bûcheron, possibilité d'accès discret. L'instinct d'ancien garde forestier de Jack, longtemps endormi, se réveilla, flairant des arrière-pensées chez son petit-neveu. Plus inquiétante était sa fascination pour la relation entre Sarah et Luna. Il les observait avec une intensité qui mettait Jack sur la défensive et Sarah mal à l'aise. « C'est pas normal », lâcha Michael au 3e soir, alors que Sarah dormait et que Jack sirotait un whisky près de la cheminée. Une enfant de son âge devrait aller à l'école, fréquenter d'autres enfants. Pas jouer à la princesse de la forêt avec un loup. Jack prit une gorgée, cherchant à rester calme. Sarah a vécu pire que bien des adultes. Elle lit à un niveau de lycée, fait de la géométrie de tête et connaît mieux l'écosystème de cette forêt que n'importe quel ranger que j'ai pu côtoyer. Et Luna lui offre quelque chose que je ne peux pas lui donner, une compréhension inconditionnelle. Michael s'inclina vers lui, le regard insistant. « Mais qu'arrivera-t-il quand tu ne seras plus là, Jack ? Tu te fais vieux, avec ton problème cardiaque. » Il désigna les médicaments alignés sur une étagère. Maman et moi pourrions accueillir Sarah à Portland. Pas moyen qu'un loup suive, et encore moins que maman le tolère, mais le rappel brutal de la mortalité de Jack lui fit mal. Mais la perspective de séparer Sarah de Luna le heurta encore plus. « On verra le moment venu », répliqua-t-il laconique. « Pour l'instant, on se débrouille. » Michael haussa les épaules, vidant son verre. « Je réfléchis à l'avenir, c'est tout. On veille sur les nôtres, n'est-ce pas ?» Cette nuit-là, Jack fit un cauchemar. Il revit sa fille, la mère de Sarah, dans la cabane, l'air anxieux, en train de ranger des documents dans une boîte hermétique. « Certaines choses doivent rester cachées, papa, » lui disait-elle. « Mais si jamais il nous arrive quoi que ce soit, assure-toi que Sarah sache la vérité. » Le rêve bascula sur l'image du ravin où l'on avait trouvé l'épave de la voiture. La neige, tachée de sang près des débris de verre brisés, le journal intime de sa fille, repêché dans l'eau, mais si endommagé qu'il en était presque illisible. Jack se réveilla en sursaut, l'esprit hanté. Sarah, déjà éveillée, lui apporta une tasse de café. « Tu appelais maman dans ton sommeil ?» murmura-t-elle, posant sa petite main sur la sienne. Jack déglutit avec difficulté. « De vieux souvenirs, petit moineau, rien qui doive t'inquiéter. » Mais Sarah, dont les yeux ressemblaient tant à ceux de sa mère, semblait porter une sagesse qui dépassait son âge. Luna dit de se méfier de cousin Michael. Il sent le danger. En temps normal, Jack aurait balayé une telle remarque, mais la méfiance le gagnait. Luna a un bon flair, reconnut-il frissonnant.
Plus tard, il inspecta discrètement son coffre-fort. Les documents ne semblaient pas avoir disparu, mais on les avait très nettement déplacés. L'acte de propriété, le certificat de naissance de Sarah, l'argent d'urgence, tout était encore là, mais dans un ordre différent. Jack referma soigneusement la caisse, prenant garde à ne pas alerter Michael, occupé à bricoler un bout de planche sur le perron. En le voyant ensuite arpenter le tour de la maison, maîtres en main, Jack sut qu'il devait agir. L'après-midi même, profitant de la promenade de Michael vers l'ancien spot de pêche, il se servit de la radio pour contacter le shérif Anderson. Malgré le signal faible, il put lui glisser qu'il souhaitait un contrôle des antécédents de son petit-neveu et se renseigner sur d'éventuels délits récents dans la région. Une précaution, expliqua-t-il ensuite à Sarah, tandis qu'ils épluchaient des légumes pour le dîner. Sans doute rien, mais mieux vaut être prudent. La fillette hocha la tête, concentrée sur sa découpe. Maman disait que Michael était comme l'eau. Il cherche toujours la voie la plus facile, même si ça doit ronger quelque chose d'important. Ces mots, prononcés sur le même ton factuel que d'ordinaire, glacèrent Jack. C'était précisément la formulation employée par sa fille. Or Sarah ne l'avait jamais entendue, à sa connaissance. « Quand a-t-elle raconté ça ?» demanda-t-il, sentant la tension monter. Sarah fronça les sourcils, essayant de se souvenir. « Je ne sais plus, peut-être dans un rêve. » Avant que Jack n'approfondisse la question, un grondement sourd de Luna retentit à l'extérieur, signe que Michael approchait et que la louve n'aimait pas sa présence. Jack perçut le visage de Michael se fermer quand celui-ci contourna largement l'animal pour entrer, claquant la porte. « Il faut abattre cette bête, grommela-t-il. C'est un danger. »« Luna reste, » répliqua Sarah, sa voix trahissant une détermination inattendue. « C'est chez elle ici. » Michael ouvrit la bouche pour contester, puis se ravisa. « Écoute, j'ai réfléchi. Pourquoi ne pas emmener Sarah à Portland quelques jours? Qu'elle voie la ville, un cinéma, des glaces? Ça te ferait souffler, vieux. Et maman serait ravie de la voir. » Cette proposition, couplée aux étranges explorations de Michael, acheva de dissiper les doutes de Jack. « C'est gentil, mais Sarah est bien ici. Peut-être à Noël, on verra si on peut tous venir. » Un éclair passa dans les yeux de Michael avant que son visage ne reprenne son air faussement décontracté. « Comme tu veux, c'était juste une suggestion. » Cette nuit-là, lorsque tout le monde fut couché, Jack sortit finalement le journal intime de sa fille, caché non pas dans le coffre, mais sous une latte branlante de sa chambre. L'eau avait rendu la majorité des pages illisibles, mais certains passages restaient déchiffrables. Jack n'avait jamais eu le courage de s'y plonger depuis l'accident, trop dévasté par le chagrin. Le cœur battant, il lut les dernières notes. « Monsieur nous a présenté, aujourd'hui, soi-disant un partenaire d'investissement pour nous relever. Il s'intéresse trop à la propriété, nous demandant si papa a toujours l'acte original avec les droits les miniers. Ça me rend nerveuse. Plus tard, j'ai demandé des explications à monsieur sur leurs vraies intentions concernant les terres de Wilson. Il s'est braqué, puis menaçant. A des contacts qui peuvent nous causer des ennuis si on ne coopère pas, dit-il. Je veux qu'on aille chez le shérif, mais R préfère patienter. Nous a suivis depuis la ville aujourd'hui. R pense qu'on devrait envoyer Sarah chez papa au plus vite, le temps qu'on clarifie tout ça. Il y a quelque chose dans le regard de qui me glace le sang. Si jamais il nous arrive quelque chose, les preuves sont cachées dans la grotte derrière la cascade de la crête nord. Jack sentit ses mains trembler si fort que le journal tomba. Michael, adulte de 22 ans à l'époque, avait donc connaissance de ce qui se tramait avant l'accident. Le mystérieux avait cherché quelque chose de suffisamment précieux pour tuer. Les parents de Sarah avaient dissimulé des preuves avant d'être éliminés. Le plancher grinça. Jack retint son souffle, pensant voir Sarah, mais à la place, Luna entra silencieusement. Son regard ambré se posa sur la fenêtre, puis sur Jack avec urgence. « Qu'est-ce que ?» Jack se redressa, son dos douloureux, et suivit le regard de la louve. À la clarté de la lune, on distinguait la silhouette de Michael à l'extérieur, parlant à voix basse dans un téléphone satellite. C'était un appareil qu'il avait pourtant nié posséder. Il paraissait agité, comme s'il négociait. Luna émit un grondement sourd, mais Jack lui imposa le silence d'un geste, soulagé qu'elle soit là. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Michael avait peut-être appelé du renfort? Avait-il vendu l'emplacement de la cabane à ce inconnu? Jack remit le journal à sa place, submergé par la peur. Ils étaient isolés, possiblement en infériorité numérique si d'autres complices arrivaient, et Jack n'était plus en état de se battre. Seule la connaissance du terrain et la présence de Luna jouaient en leur faveur. Au loin, une chouette ulula.
Michael sembla percevoir un signal, jetant un dernier regard à la cabane avant de se fondre dans la nuit, s'éloignant non pas vers la chambre d'appoint, mais vers la route d'accès. Jack posa la main sur la fourrure épaisse de Luna, comme pour s'ancrer. « Il faut se préparer, ma grande, murmura-t-il. Il se peut que Sarah soit en danger, et je ne suis plus si fort. Quoi qu'il arrive, ne protège-la avant tout, d'accord ?» Luna le fixa, puis cligna doucement des yeux avant de retourner à son poste de guet. Jack, lui, alla replacer le journal et commença à imaginer un plan. Il devait à tout prix contacter le shérif. Mais l'atmosphère était lourde de menaces et il n'aurait peut-être pas assez de temps. 3 jours après le départ nocturne de Michael, un blizzard aussi violent qu'imprévu frappa la région. Jack avait profité de ce délai pour vérifier son vieux fusil, stocker des provisions dans la cave et montrer à Sarah comment manipuler la radio si quelque chose lui arrivait. Pas de nouvelles du shérif, seulement un grésillement inquiétant sur les ondes. Les rêves de Jack étaient hantés par les dernières notes du journal de sa fille, et l'idée qu'un trésor suffisamment précieux pour entraîner un meurtre se cachait sur les terres de Wilson. Luna, de son côté, paraissait étrangement nerveuse. Elle ne s'éloignait plus de la cabane, tournant en rond, les oreilles à l'affût. La nuit, elle dormait près du lit de Sarah comme si elle guettait une intrusion. Alors que la tempête de neige s'intensifiait, Sarah dit tout bas « Quelque chose approche ». Luna le sent. Jack, qui s'armait de son fusil malgré la faiblesse de ses mains tremblantes, ne remit pas en doute ses propos. Il avait appris à faire confiance au flair de Luna et à l'instinct quasi mystique de sa petite fille. Les médicaments pour son cœur diminuaient dangereusement, et le blizzard rendait tout voyage en ville suicidaire. « Souviens-toi du plan ?» rappela-t-il en scrutant la poudreuse qui s'accumulait. « Si la situation dégénère, tu prends le sac de survie et tu fuis par la cave. Tu longes la rivière jusqu'au poste de garde forestier. » Sarah acquiesça, même si Jack voyait bien la résolution farouche dans son regard. Elle ne voulait pas l'abandonner. Avant qu'il ne puisse insister, Luna se figea, le regard rivé sur la route d'accès, désormais presque invisible sous les tourbillons de neige. Jack stria ses paupières, parvenant à distinguer 2 phares. Un véhicule volumineux arrivait, suivi d'un second. « Direction la cave tout de suite », intima-t-il, glissant le sac dans les bras de sa petite fille. Cette fois, Sarah ne protesta pas. Elle l'enlaça brièvement, puis s'engouffra dans la cuisine, vers la vieille cave à légumes. Luna voulut la suivre, mais Jack la retint. « Pas encore, ma belle, j'aurai peut-être besoin de toi. » Le premier véhicule s'arrêta à une 50aine de mètres, trop loin pour identifier précisément les passagers, mais assez près pour qu'ils s'approchent à pied. Jack prit position derrière la fenêtre, fusil en main dissimulé aux regards extérieurs. À ses côtés, Luna vibrait d'une tension presque palpable, tous ses sens en alerte. Le premier choc contre la porte fit trembler toute la cabane. Jack espéra un instant que, voyant la porte scellée, les intrus s'imagineraient la maison vide. Mais le deuxième coup fracassa le loquet et le troisième fit voler la porte en éclats. La neige s'engouffra, laissant entrer 3 hommes d'allure imposante. Jack reconnut immédiatement Michael, dont le visage avait perdu toute bonhomie, remplacé par une froide détermination. Le deuxième était un inconnu, la trentaine, bâti comme un détenu, une cicatrice lui barrant la tempe jusqu'à la mâchoire. Le troisième attirait immédiatement l'attention. Grand, vêtu d'un manteau hors de prix malgré la tempête, les cheveux gris parsemés d'argent et le maintien assuré de celui qui commande. Quand il posa ses yeux gris acier sur Jack, ce dernier sentit un frisson. « Monsieur Wilson !» lança l'homme d'une voix aussi polie que glaciale. « Je m'appelle Eric Dawson. Je pense que nous avons des intérêts communs à discuter. » Jack braqua son fusil mais sans tirer. Défoncer ma porte n'est pas la meilleure façon d'entamer un échange. Dawson esquissa un sourire sans joie. Une nécessité vu les conditions météo et votre manque de coopération jusqu'ici. Il désigna Michael qui évita le regard accusateur de son grand-oncle. Votre petit-neveu a grandement aidé à nous conduire ici. On ne trouvait pas l'endroit, même avec les coordonnées. Michael a toujours su se vendre à bas prix, riposta Jack, la colère l'emportant sur la peur. Qu'est-ce que vous voulez? Du direct, j'aime ça? Dawson retira ses gants avec soin. Il y a 3 ans, votre fille et son mari ont découvert une chose de grande valeur sur vos terres. Avant qu'on puisse finaliser nos affaires, ils ont eu un accident. Nous pensons qu'ils ont caché le fruit de leurs recherches. Le sang de Jack ne fit qu'un tour. Vous les avez assassinés. Le visage de Dawson resta impassible. Disons qu'ils ont créé une complication regrettable dans ce qui aurait dû être un simple accord commercial. Je vous propose de conclure cet arrangement. Vous me remettez ces données et vous et votre petite fille garderez la vie sauve. Le balafré,
qui se tenait à côté, s'agita, faisant luire l'arme à sa ceinture. « Ça suffit, Eric. Le vieux ne parlera pas. Mettons la cabane à sac, on finira bien par trouver. » À cet instant, Luna se montra, grondant si fort que Jack sentit le plancher vibrer. L'inconnu sortit aussitôt son pistolet, mais Dawson l'arrêta d'un geste. Fascinant. Mick Cassel avait donc raison. Cet enfant s'amuse avec un loup apprivoisé. Dawson darda à nouveau son regard glacé sur Jack. « Au fait, où est la petite ? Sarah, c'est bien ça ? Je préférerais régler ça sans traumatiser outre mesure une mineure. » Jack mentit, tenté de gagner du temps. « Elle n'est pas là, je l'ai envoyée en ville avant la tempête. » Michael ricana. « Mensonge. Sarah ne quitte jamais ses bois sans toi. Elle est forcément là. » Il s'avança vers le couloir menant aux chambres, mais Luna lui barra le passage, croc découvert dans un silence menaçant. Michael se figea, toute arrogance envolée devant la louve. « Thomas, fit Dawson au balafré. Peut-être peux-tu calmer cet animal ?» Thomas sourit, le doigt sur la détente. La suite se déroula si vite que Jack, blessé par l'âge et la maladie, eut du mal à suivre. Luna bondit sur Thomas au moment où il pressait la détente. Le coup de feu claqua dans la cabane, brisant le silence, mais l'élan de la louve le projeta à terre. Dans le même temps, Jack voulut braquer son arme sur Dawson, mais Michael se jeta sur lui, déviant le tir vers le plafond. Jack s'effondra contre le poêle, se cognant la tête, la vision floue. Il aperçut Luna et Thomas lutter férocement au sol, le balafré hurlant, tandis que la louve plantait ses crocs dans son bras. Dawson, lui, restait de marbre, sortant calmement un revolver de sa veste pour viser Luna. Jack voulut crier, détourner l'attention, mais seul un râle franchit ses lèvres, son corps refusant de réagir après la commotion. Alors une voix cristalline fendit l'air. « Arrêtez !» Le cœur de Jack se serra en voyant Sarah se tenir dans l'embrasure de la cuisine, sa petite silhouette découpée par la lumière. Luna lâcha aussitôt Thomas pour se placer devant la fillette, le museau taché de sang. « Tiens donc !» sourit Dawson, une lueur mauvaise dans les yeux. « Voilà la jeune demoiselle. Nous te cherchions, tu sais ?» Le regard de Sarah s'attarda sur son grand-père à terre, puis sur Luna. Elle dévisagea finalement Dawson avec un calme déroutant pour une enfant de 7 ans. « Vous avez fait du mal à mes parents ?» Le masque de Dawson tressaillit, comme s'il était surpris par l'assurance de la fillette. « Un imprévu dans notre arrangement ?» répéta-t-il d'un ton égal. « Je préférerais éviter qu'il se reproduise aujourd'hui. Où sont les relevés que tes parents ont dissimulés ? Si tu nous les donnes, nous pourrons éviter un bain de sang. » Thomas, libéré de l'étreinte de Luna, mais blessé au bras, siffla. « Du sang ? J'en verserai autant qu'il faudra. J'abats cette saleté de loup sur le champ. » « Non !» Sarah hurla, tandis que Jack, avec un dernier sursaut, se jeta sur Thomas, déviant le tir. La balle se ficha dans le mur plutôt que dans la tête de Luna. Profitant de la confusion, la louve projeta Thomas à travers la porte brisée, dans la neige aveuglante. Les cris de l'homme s'évanouirent, supplantés par des bruits que Jack préféra ne pas interpréter. Dawson, étrangement, n'avait toujours pas tiré. Il observait la scène comme une expérience scientifique. Michael, quant à lui, recula dans un coin, blême de terreur, voyant son plan lui échapper. « Fascinant », répéta Dawson, regard naviguant de la porte à Sarah. « Ce loup est remarquablement dressé. »« Luna n'est pas dressée, » répliqua la fillette. « C'est mon amie, et elle protège ce qui est à elle. » Jack, tentant de se relever malgré la douleur, remarqua chez Sarah un léger pivot du pied, un coup d'œil fugace vers la sortie. Elle envisageait de fuir pour détourner le danger de lui. « Sarah, non !» marmonna-t-il, trop faible. Un nouveau cri retentit depuis l'extérieur. « Dawson ! On a de la visite des phares sur la route au nord. » Pour la première fois, Dawson perdit de sa superbe. « Impossible, pas par ce temps. » Il jeta un coup d'œil par la fenêtre, puis reporta son attention sur Sarah. Voyant est une brève occasion, Jack adressa un signe à sa petite fille pour qu'elle fonce vers la cave, mais elle fit le contraire. Elle s'approcha de la cheminée, en retira une pierre lâche. Jack n'en avait jamais connu l'existence. Derrière, Sarah extirpa une boîte étanche, identique à celle aperçue dans son rêve. Le dernier refuge des secrets de sa mère. « C'est ça que vous voulez ?» demanda-t-elle, serrant la boîte contre elle. « Maman m'a montré où la cacher, dans mes rêves. » Dawson délaissa la fenêtre pour fixer l'objet, comme un fauve son gibier. « Très bien, Sarah. Apporte-le-moi, et on en aura fini. » Jack voulut crier à Sarah de fuir, mais sa gorge ne produisit qu'un grognement. La fillette, le regard glaçant, lâcha. « Luna dit que vous allez nous tuer de toute façon, comme vous avez tué mes parents. » Dawson n'eut pas le temps de nier.
Luna reparut, le pelage argenté, taché de sang, luisant dans la lueur du feu, ses yeux ambrés rivés sur lui avec une intensité mortelle. Dans l'obscurité du blizzard, d'autres formes se dessinèrent derrière elle, une, puis trois, puis d'autres, avançant à pas feutrés. « Qu'est-ce que… » s'étrangla Michael, en voyant à travers la fenêtre des silhouettes canines cerner la cabane et leur véhicule. « La famille de Luna » expliqua simplement Sarah. Elle les a appelés. Jack distingua au moins une douzaine de loups qui encerclaient la zone avec une précision méthodique. Pour la première fois, Dawson parut réellement effrayé. « N'importe quoi ? Ce ne sont que des bêtes. Michael, démarre la voiture, on s'en va. » Il gardait néanmoins son arme pointée sur Luna, reculant prudemment vers la sortie. « Apporte-moi cette boîte, Sarah !» La fillette agrippa davantage le contenant. « Non !» La patience de Dawson s'envola. Il braqua soudain son pistolet sur la tête de Jack. « Donne-la-moi ou je la bats. Tu as 3 secondes. 1. » Luna réagit, grondant, muscles bandés. « 2. » Le visage de Sarah se déforma sous la tension. « Attends !» Jack, reprenant son souffle, lança. « Sarah, donne-lui. Ta vie compte plus que tout. » Dawson ricana, sûr de sa victoire. « Écoute ton grand-père. Il a compris qu'il n'y a pas d'autre issue. » Le verre de la fenêtre vola alors en éclats, projeté par un loup colossal à la fourrure noire. Avant que Dawson ne puisse tirer, l'animal lui bondit dessus, refermant ses mâchoires sur sa main armée dans un craquement d'os atroce. Le hurlement de Dawson couvrit presque la tempête. Michael, paniqué, se rua vers la porte, poussant Luna pour s'échapper. Dehors, la meute fondit sur lui et sur un 3e larron qui tentait désespérément de dégager le moteur enseveli sous la neige. Dans la cabane, l'énorme loup noir maintenait Dawson au sol, son poignet broyé, le sang teintant le plancher. Luna, postée derrière, la gueule menaçante, attendait les ordres. Jack, rassemblant ses forces, rejoignit Sarah l'entourant de ses bras. Devant eux, le loup alpha toisa Luna, puis la fillette, cherchant visiblement un signe. « Luna dit qu'il mérite de mourir », confia Sarah glaciale, s'approchant de l'homme terrassé. « Il a tué mes parents ?» Jack déglutit. Il sentait à la fois la peur et le courage démesuré de sa petite fille. Mais maman aurait voulu la justice, pas la vengeance. Les mots de Sarah résonnèrent, remplis d'une sagesse surprenante. L'alpha lâcha la main de Dawson et recula, comme pour respecter la décision de l'enfant. Un message limpide, même pour Jack. La meute obéirait à Sarah du moins cette fois. Dehors, on entendit soudain les vrombissements de moteur, mais pas ceux de Dawson. À travers la neige, Jack discerna des gyrophares rouges et bleus. Le shérif Anderson arrivait avec des véhicules tout-terrain de l'État, des agents armés. Ils pénétrèrent dans la cabane en ruine, avisant Dawson gisant dans son sang, Luna et Sarah blottis l'une contre l'autre, et Jack, son fusil toujours à la main. Les loups, eux, s'étaient déjà volatilisés dans les ténèbres. « Jack, tu vas bien ?» fit le shérif une fois sûr qu'il n'y avait plus de danger. « Ton message date de 3 jours, confirma-t-il, rengainant son arme. On a mis un temps fou à passer la route. On a même dû emprunter des véhicules de garde forestière. » Il reconnut Dawson au sol, fronçant les sourcils. « Je n'y crois pas. » Eric Dawson. Les fédéraux le recherchent depuis son affaire d'arnaque minière au Colorado. Sarah s'approche, tenant toujours sa précieuse boîte. « Il a tué mes parents pour ce qu'il y a là-dedans, dit-elle simplement. » Le shérif prit un air doux. « Tu as fait ce qu'il fallait, ma petite. Ça va nous aider à l'empêcher de nuire. » Tandis que les secouristes emmenaient Dawson et partaient à la recherche de Michael et de ses comparses, Jack serra Sarah contre lui, le cœur encore affolé. Luna, couverte de sang, se pressa contre eux, le museau posé sur la poitrine de la fillette. La tempête redoublait, la neige s'engouffrant par les portes brisées. La meute s'était déjà volatilisée, retournant sur ses terres ancestrales. « Merci » murmura Jack à l'oreille de Luna, ignorant si elle pouvait comprendre ses paroles, mais convaincu qu'elle percevait sa gratitude. Le regard ambré de la louve accrocha celui du vieil homme. À cet instant, Jack Wilson, rationnel, ancien garde forestier, comprit ce que Sarah savait depuis le premier jour. Certains liens vont au-delà des espèces, entre la forêt et les humains, entre ce que nous croyons possible et ce qui existe réellement. Dans le calme étrange qui suivit l'affrontement, le shérif Anderson et ses adjoints mirent Eric Dawson en état d'arrestation. Michael fut retrouvé recroquevillé dans l'un des véhicules, presque en hypothermie mais vivant. Thomas, le balafré, gisait mort à la lisière de la forêt, tandis qu'un 3e homme, Frank Miller, survécut avec de profondes lacérations. La boîte étanche que Sarah tenait contenait bien les relevés géologiques et les preuves des menaces de Dawson, prouvant que les accidents des parents de Sarah n'avaient été qu'un meurtre déguisé. Jack, malgré son soulagement,
n'avait Dieu que pour Luna. La louve s'était effondrée dès l'arrivée des autorités, blessée plus gravement qu'elle ne voulait le montrer. Allongée sur une couverture près de l'âtre, elle respirait à peine, le pelage maculé de sang. La docteure Elizabeth Cooper, venue pour soigner Jack et vérifier la commotion dont il souffrait, se pencha sur l'animal pour tenter un ultime geste médical. « J'ai fait tout ce que je pouvais », murmura-t-elle après avoir nettoyé la plaie. La balle n'a fait qu'effleurer son épaule, mais elle a pris des coups violents aux côtes et saigne probablement à l'intérieur. Il lui faudrait un bloc chirurgical. « Je suis désolé, Jack. » Sarah, qui n'avait pas quitté Luna d'une semelle, leva vers Elizabeth un visage déterminé. « Elle ne peut pas mourir. Elle nous a sauvés. Elle m'a sauvé. » Elizabeth posa une main douce sur l'épaule de la fillette. Parfois, même les plus courageux s'effondrent quand la bataille est finie. Elle ne souffre plus, je lui ai donné de quoi calmer la douleur. Sarah ne répondit pas, caressant simplement la tête de la louve, répétant tout bas « Tiens bon » avec une obstination émouvante. Jack, incapable de supporter la détresse de sa petite fille, voulut dire quelque chose mais se tut. Toute la nuit, la tempête se calma peu à peu et Sarah refusa de dormir, murmurant des mots d'encouragement à l'oreille de la louve. Au petit matin, Luna paraissait agonisante, son souffle irrégulier, son regard terne. Même la pression affectueuse de Sarah ne suffisait plus à la maintenir consciente. En voyant la fillette aux yeux cernés, Jack murmura « Petit moineau, prépare-toi au pire. Elle est très mal en point. »« Non, je ne l'abandonnerai pas », rétorqua Sarah d'un ton tranchant. Elizabeth, inquiète, redoutait un choc post-traumatique. Mais Sarah, épuisée, gardait la main posée sur l'épaule de la louve, comme pour l'empêcher de partir. Vers l'aube, elle releva la tête. « Il faut la sortir. Elle a besoin de voir le ciel. » Jack, d'abord réticent, céda devant l'intensité du regard de sa petite fille. À l'aide d'une vieille couverture, ils transportèrent doucement la louve jusqu'au perron. Dans l'air glacé, Luna ne réagit presque pas. Sarah s'agenouilla près d'elle, effleurant son museau. « Ça va aller ? Regarde où ta famille en arrive. » Jack, en suivant le regard de Sarah, aperçut à la lisière la meute de loups. Une bonne quinzaine formant un large arc de cercle. Au centre, le grand alpha noir et une femelle imposante fixaient la cabane. La louve argentée expira un long soupir et cessa de respirer. D'un coup, son corps s'affaissa. Sarah enfouit son visage dans la fourrure immobile. Un hurlement fendit alors la forêt. L'alpha noir, levant le museau, fit retentir une plainte à glacer le sang. Ses congénères l'imitèrent, un cœur sauvage et poignant. Jack sentit sa petite fille trembler contre lui. Il la serra dans ses bras, incapable de prononcer un mot devant la mort de cette louve qui avait tant fait pour eux. Le lendemain matin, Sarah n'avait plus parlé depuis l'instant tragique. Son regard vide inquiétait Elizabeth, restée sur place pour surveiller Jack, lui aussi secoué physiquement et moralement. Devant la cabane, on avait recouvert Luna d'une bâche, le cœur trop lourd pour se résoudre à l'enterrer tout de suite. Puis, alors qu'il prenait un café, un bruit sourd se fit entendre. Jack se leva péniblement et à travers la fenêtre distingua l'alpha noir sur le perron. La bâche avait été repoussée. Luna n'était plus là. À la place, on voyait la forme massive du loup noir et la femelle grise, encadrant ce qui semblait être Luna elle-même. « Impossible !» souffla Elizabeth, qui rejoignit Jack. On l'a vue morte. Plus de pouls, plus de respiration. 8 heures déjà. C'est alors que Sarah arriva comme en transe. Ses yeux luisaient d'un espoir farouche. Ils l'ont emmenée dans leur tanière. La mère de Luna l'a soignée. Je l'ai vue en rêve. Elizabeth, médecin de formation, voulut la stopper. « Chérie, les loups ne ressuscitent pas ?»« Écoute !» Mais Sarah avait déjà ouvert la porte sortant en manche de chemise dans l'air glacial. Jack ne put la retenir. Sur le perron, la petite fille tomba à genoux devant le corps gris qui, contre toute logique, se mit à respirer faiblement. Luna, ensanglantée mais vivante, posa un regard épuisé sur Sarah. Les 2 loups adultes s'écartèrent avec lenteur comme s'ils remettaient leur compagne à la jeune humaine. Hypothermie extrême, analysa Elizabeth, stupéfaite. Ça peut engendrer un état proche de la mort, mais c'est au-delà de tout ce que j'ai déjà vu. En frôlant la fourrure de Luna, Sarah eut un sourire ému. Elle veut rester. Sa mère l'a entourée, toute la meute l'a réchauffée et stimulée jusqu'à ce que son cœur reparte. De fait, Elizabeth confirma les signes vitaux, bien que très faibles. Luna était en vie, contre toute attente. Le loup alpha et la femelle s'approchèrent de Sarah, la femelle posant son museau humide contre le front de la fillette, comme pour la saluer, avant de s'éloigner. Puis la meute s'évanouit dans l'ombre des arbres, laissant Luna, Sarah et Jack sur le perron. Les jours qui suivirent, Luna se rétablit lentement.
Élisabeth, malgré son scepticisme, la soigna avec 1000 précautions. Peu à peu, la louve recouvra ses forces, soutenue par Sarah qui veillait sur elle avec un dévouement total. Jack, songeant au journal de sa fille et à ses références aux légendes, ne put s'empêcher de croire à quelque intervention plus profonde, à ce lien mystérieux qui unissait Luna et Sarah. Entre-temps, les enquêteurs confirmèrent que Dawson avait tué les parents de Sarah pour exploiter un gisement d'or découvert sur les terres Wilson. Les preuves, soigneusement dissimulées, étaient désormais entre les mains de la justice. Les déclarations de Michael, terrifié, contribuèrent à sceller le sort de Dawson qui serait jugé pour meurtre. Un printemps de renouveau. Lorsque le printemps s'installa, la neige fondit peu à peu, révélant la jeune végétation. Jack, rétabli, répara la cabane endommagée, épaulé par des volontaires de Pine Creek qui, après avoir découvert la vérité, témoignaient un vif soutien à la famille Wilson. Un matin, le shérif Anderson vint trouver Jack sur son nouveau perron, impeccablement reconstruit. Les autorités fédérales sont formelles. Dawson passera le reste de ses jours en prison. Tes documents prouvent sa culpabilité. Michael a plaidé coupable pour complicité. Jack, ému, salua la nouvelle à un poids considérable se levant de sa poitrine. À ce moment, Sarah surgit du sentier menant au ruisseau accompagnée de Luna, désormais plus rayonnante que jamais. Son pelage argenté avait retrouvé toute sa splendeur. « C'est terminé, Sarah », annonça Anderson. « Dawson ne fera plus de mal à personne. » La fillette acquiesça, tournée vers Luna, la main sur le flanc de la louve. Ils formaient un duo magnifique, désormais reconnu par toute la communauté. « Maman peut reposer en paix », murmura Sarah. Le shérif leur apprit aussi que le conseil municipal avait déclaré une zone protégée autour de la partie nord des terres Wilson. Les droits miniers resteraient intacts, personne ne creuserait pour l'or. À la place, on créerait un programme éducatif permettant à des enfants de la ville de découvrir la faune et la flore de la taïga. Martha Thompson a même proposé de fournir les repas, ajouta Anderson avec un sourire, se rappelant l'hostilité initiale de la commerçante. Les choses changent, fit Jack, un brin hilar. Peut-être que la présence de Luna a forcé tout le monde à revoir son opinion sur les loups. Sarah hocha la tête. La meute restera en vue quand les enfants viendront. Comme ça, ils verront la vérité. Les loups ne sont pas des monstres. Ils défendent leur famille, comme nous. Un lien inexplicable. Quelques soirs plus tard, après un dîner modeste, Sarah s'installa à côté de Jack sur les marches de la cabane. Au loin, quelques loups arpentaient la lisière, se faisant presque gardiens de l'endroit. Les dernières lueurs du jour révélaient la silhouette de Luna, fidèle ombre argentée collée à la fillette. « Grand-père, tu te souviens quand tu disais que certaines choses ne s'expliquaient pas par la science ?» demanda Sarah. Jack eut un léger rire. « C'était plutôt moi qui estimais que tout pouvait s'expliquer scientifiquement, non ? Tu me racontais pourtant les légendes autochtones, celles qui parlent de liens entre les humains et la nature, corrigea la fillette. Que parfois, on reçoit des signes, des rêves. » Jack reposa son regard sur elle, mesurant le chemin parcouru depuis le premier hiver où ils avaient recueilli Luna. « Je suppose que j'ai réappris à croire à mes propres histoires, » admit-il. Luna vint se coucher à leurs pieds, posant son museau sur les chaussures de Sarah. Dans le lointain, on entendit un bref hurlement, peut-être celui de l'alpha noir, mais sans la tristesse déchirante d'autrefois. Plutôt l'écho d'une vie ininterrompue. Maman disait que la terre a sa propre sagesse, expliqua doucement Sarah. Si on prend la peine de l'écouter. Jack passa un bras autour de ses épaules, son regard errant sur la forêt. L'amertume et la culpabilité liées à la mort de sa fille semblaient s'être allégées depuis qu'il avait découvert la vérité et permis l'arrestation de Dawson. En lui, une gratitude nouvelle envers cette louve née de la tempête qui avait éveillé chez sa petite fille une force insoupçonnée. La taïga nous en a pris beaucoup, souffla-t-il, mais elle nous a aussi rendu quelque chose de précieux, la certitude qu'on peut se relever, qu'on peut tisser des liens plus forts que nos peurs. Sarah inclina la tête contre son épaule. Oui, c'est ce que Luna m'a appris depuis le début. Alors que la nuit déployait ses ombres, Jack, Sarah et Luna restèrent là, ensemble, un petit noyau de chaleur et d'amour au milieu de l'immense solitude forestière. Loin d'être la fin d'un cauchemar, c'était surtout un nouveau départ, une ère d'ouverture avec les habitants de Pine Creek, et l'amorce d'un avenir où loups et humains coexisteraient avec plus d'harmonie qu'on ne l'aurait jamais cru possible. Dans l'hiver de nos vies,
Alors que l'isolement menace de nous engloutir, les liens les plus profonds surgissent parfois de l'inattendu. L'histoire de Sarah Jack et Lunas nous rappelle que la guérison ne suit pas toujours les chemins ordinaires. Elle peut prendre la forme d'une silhouette à quatre pattes, nous enseignant à dépasser les barrières qu'on érige entre espèces, entre nature et civilisation, entre le probable et l'impossible. En vieillissant, nous accumulons les pertes, proches disparus, certitudes brisées, défaillances de notre corps. Pourtant, notre capacité à créer des connexions essentielles demeure. La beauté rude de la taïga est le miroir de notre propre résilience. Malgré les tempêtes et les prédateurs, la vie se propage, s'adapte et triomphe. La sagesse acquise au fil des décennies n'est pas qu'un trésor personnel. Elle devient notre héritage pour les générations futures qui auront elles aussi des forêts à explorer, des peurs à dompter et des loups, réels ou symboliques, à rencontrer. En accueillant la vulnérabilité et la force, en reconnaissant notre parenté avec tout ce qui vit, nous découvrons que même dans notre crépuscule, nous restons de vaillants gardiens de vérités anciennes et de possibilités nouvelles. À vrai dire, certains liens transcendent simplement ce que nous pensions possible. J'espère que vous avez aimé cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits et laissez un pouce bleu ou un commentaire pour partager vos impressions. À bientôt pour la prochaine aventure.